Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse d'atterrir chez vous pour vous informer. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici l'ossature. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au Centre international des conférences Jomo Kenyatta à Nairobi, il a fait un brillant exposé. À Nairobi, au Kenya, où il séjourne, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité la zone économique spéciale. Un bel investissement également pour la République démocratique du Congo, s'est exprimé le ministre de l'Industrie. Et puis le fleuve Congo est sorti de son bassin. Nous sommes à Mbuzi-Pompage, à Kinshasa. C'était à l'occasion de récentes pluies qui se sont abattues dans la capitale. Bienvenue à tous. Comme signalé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait une brillante intervention au Centre international des conférences Jomo Kenyatta à Nairobi. C'était à l'ouverture du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique organisé au Kenya du 9 au 10 décembre. Images et commentaires. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend part au 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique ACP qui se tient à Nairobi du 9 au 10 décembre. Ce sommet dont le thème est un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme voit pour la première fois la participation de la RDC à travers son président. Dans son discours prononcé du haut de la tribune de Nairobi le lundi, Félix Tshisekedi a insisté sur le multilatéralisme fondé sur un accord de base commun dans le but de consolider la paix qui contribuera au développement économique des pays de l'ACP. Le chef de l'État congolais a également appelé le chef d'État de l'ACP de mettre ensemble leurs efforts afin de résoudre tant soit peu le problème de leur population. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a enfin souhaité que le prochain sommet de la CP se passe en République démocratique du Congo, précisément dans sa capitale, Kinshasa. Les conséquences néfastes des inondations à Kinshasa occupent la une de l'actualité. Ce lundi 9 décembre, le Premier ministre, en compagnie de ministres d'État en charge de l'urbanisme et de celui des affaires foncières, ont visité les endroits inondés autour de la cité du fleuve, dans la commune de Limete. C'est un reportage de Liévin Louzolo. Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est venu donner des conseils à ses ministres pour préserver la population des dangers des inondations et ensemble voir comment son gouvernement peut stopper les débordements des eaux du fleuve sur la terre ferme. Pius Mwabilo Mbayo Mukala, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, explique. Évidemment, il a donné beaucoup de conseils. Le gouverneur se prévoit, c'est pour ça qu'il était là. Il s'est rendu compte du degré de la gravité de la situation. Il nous a prodigué beaucoup de conseils. Il nous a demandé que nous puissions travailler, mon collègue des affaires foncières et le gouvernement provincial, que nous puissions travailler en symbiose de manière à ce que nous puissions trouver des solutions efficaces, que personne ne travaille seul. Bon, mais il a déploré la situation parce que les conditions dans lesquelles les gens vivent ici sont des conditions déplorables. Il faudrait que nous, responsables, nous a responsabilisés pour que nous puissions trouver des solutions de manière à ce que plus tard, que nous puissions délocaliser les gens qui habitent ici, et finalement, et tenter de garder un climat, un microclimat propice à la vie humaine. Donc nous allons, mon collègue des affaires foncières, certainement celui de l'aménagement du territoire, la ville, nous allons certainement demander à nos collaborateurs de se mettre ensemble d'abord, répertorier, comme mon collègue des affaires foncières l'a dit ici, les sites qui posent problème, les sites non édificandi, les sites fragiles, pour que nous puissions
envisager la délocalisation des gens. Mais il faut trouver des solutions efficaces. Pour trouver des solutions efficaces, il faudrait que partout là où nous allons essayer de projeter de mettre des gens, il faudrait que nous puissions viabiliser ces sites-là. Quelles sont alors les mesures urgentes qui doivent être mises en œuvre sans attendre? En urgence, d'abord, nous devons nous battre pour que les eaux qui montent là puissent se calmer. C'est ça en urgence. Et deuxième urgence, c'est comme je vous ai dit là, nous allons essayer de répertorier les sites fragiles, comme les sites ici, là où vivent les gens, là où ils ne devraient pas vivre, de manière à ce que nous puissions envisager, même d'abord provisoirement, délocaliser les personnes qui sont là. C'est ça d'abord les urgences. Mais il y a un appel est lancé aussi à notre population pour qu'elle puisse faire attention. Vous ne pouvez pas vous faire rouler comme ça par tous les chefs de quartier venus de je ne sais où, qui viennent vous vendre des parcelles qui ne sont pas des parcelles en réalité. Bon, vous achetez des jetons pour venir, au fait, vous tuer vous-même. Parce que construire dans des endroits comme ça, c'est vous tirer les balles dans les jambes. Nous sommes dans ce quartier, j'ai notre chef de quartier qui est là, qui est un homme très discipliné, qui ne pose aucun problème. Mais cette situation, nous l'avons trouvée depuis 4-5 ans. Ça existait comme ça, mais nous devons y mettre fin. C'est ça aussi les urgences. Il faut mettre fin, il faut dire à la population de ne plus venir habiter dans des conditions comme ça. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Industrie Julien Paluku qui prend part au sommet de pays de l'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique à Nairobi a visité lundi 9 décembre la zone économique Tatou City basée dans le périphérie de Nairobi. Julien Paluku a estimé que ce modèle pouvait également faire de bonnes affaires en République démocratique du Congo. Reportage. Participant au 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements à Nairobi, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya a visité la zone économique spéciale Tatou City avec une étendue de 5000 hectares basée dans les périphéries de la capitale kenyane dont la firme Randaver en est l'aménageur. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'échanges d'expériences car le gouvernement congolais est plus que déterminé à opérationnaliser la zone économique spéciale pilote des Maluku, a déclaré le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Dans la politique du gouvernement, effectivement, nous voulons que sur l'ensemble du territoire national, nous puissions avoir autant de zones économiques spéciales pour attirer des investisseurs. Et ici, ce qui m'a plu, c'est que je viens de rencontrer l'aménageur, tel que vous l'avez constaté, qui a aménagé 2000 hectares avec des routes à l'intérieur, l'électricité, l'eau, pour que les entreprises qui vont y arriver puissent trouver déjà toutes les infrastructures déjà faites. J'ai vu des grandes entreprises américaines, européennes, kenyanes qui sont déjà installées ici et qui commencent à produire localement ici. C'est ce qui m'a réjoui parce que cette expérience, nous devons la répliquer en République démocratique du Congo et je suis heureux que cet aménageur vient de certifier effectivement qu'il est prêt à venir en République démocratique du Congo pour y construire la première zone économique spéciale privée en dehors de celle de Maluku, qui est élaboré dans le cadre du partenariat public-privé. Mais ici, nous l'attendons au Congo comme première zone économique spéciale privée. Le vice-président de Randaver a fait savoir qu'avec 3 ans d'expérience, la zone économique spéciale Tatou City a déjà créé plus de 2000 emplois avec 50 entreprises installées dans cette zone économique spéciale. Cette visite a été précédée par un tête-à-tête focalisé sur les réalisations de cette firme. Parlons à présent des activités du Mineta de la coopération et francophonie. Maître Pepin Guillaume Mandjolo a mis le batterie en marche pour la concrétisation du programme d'aide américaine en faveur de la République démocratique du Congo. C'est en vue d'une bonne utilisation de l'enveloppe de 600 millions de dollars américains que les États-Unis a transféré à la RDC via son agence USAID que chaque ministre concerné par ce programme a été responsabilisé par le patron de la coopération. Dans ce même élément, retrouvez le ministre d'État en charge de la francophonie qui échangeait avec une délégation du comité de pilotage de 9e Jeux de la francophonie. Suivez. Après l'octroi du don de 6 millions de dollars américains à la RDC dû
par l'Agence américaine de l'aide au développement USAID, la somme devant soutenir les secteurs prioritaires du gouvernement congolais, l'éducation, la santé et l'agriculture. Et c'est dans ce cadre que les ministres concernés par la mise en œuvre de ce programme ont été reçus par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, pour une réunion qui fixe la démarche vers la concrétisation de ce programme. Et en prit part à cette séance de travail, le ministre d'État à la décentralisation, le ministre d'État à l'EPST, le ministre du Développement rural, le ministre de la Formation professionnelle, le vice-ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, représenté par son directeur de cabinet. Le ministre d'État à la décentralisation et le ministre du Développement rural coordonneront ces activités sur terrain, a précisé le ministre d'État à la coopération. 2 autres séances sont prévues en janvier 2020 pour finaliser l'ensemble de ces résolutions. Un plan explicatif sera bientôt mis à la disposition du peuple congolais bénéficiaire de ce don. Signalons que c'est le patron de la coopération qui portera la voix face aux Américains pour rapporter le concret de ce travail. C'est ce 10 décembre que s'est clôturée la campagne de 16 jours d'activisme présidée par la ministre du Genre. C'est la sensibilisation dans diverses universités de la place, notamment à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication et à l'Institut supérieur de commerce que se sont clôturés ces travaux. Esther Penzo-Omba nous en parle. Lancée par la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé-Atilité, la campagne des 16 jours d'activisme, dont les thèmes ont été révélés par Lamineta Jefaé, se poursuit en RDC par des sensibilisations sur terrain. Béatrice Lomé-Atilité a délégué les experts de son ministère dans différentes universités, notamment à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, où Madame Annie Kenda a encadré les débats qui ont permis aux étudiants de s'imprégner des innovations du nouveau code de la famille, de la Convention pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes et des concepts tels que l'autonomisation, le viol, afin d'aider l'assistance à avoir la même appréhension. À l'Institut supérieur de commerce, Madame le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, a donné le ton aux échanges où les intervenants ont obtenu l'engagement des étudiants à s'impliquer dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Ce que moi j'ai pu retenir sur le genre, c'est que la dame a dit sur les notions du genre, que la différence est sur la dimension biologique entre l'homme et la femme. Concernant précisément, on voit le sexe. Donc il y a la différence au niveau du sexe de l'homme et de la femme. Et quand on parle de la dimension sociale, de la sociologie, on voit que la différence entre l'homme et la femme n'existe pas. Nous sommes les étudiants, nous avons eu cette chance de participer ou de connaître toutes ces choses et nous devons sensibiliser nos sœurs qui n'ont pas eu les moyens de passer sur les bancs de l'école par exemple. La sensibilisation, ça veut dire je peux passer dans les auditoires, faire passer les messages, ce que moi j'ai appris de cet événement. Le ministère du Genre vient ainsi d'ajouter dans son carnet d'adresses les points focaux pour poursuivre la lutte contre les violences basées sur les genres et violences sexuelles. Tel qu'annoncé lors de sa passation du pouvoir à la tête de la coalition Lamouka, Adolphe Mouzito poursuit son combat pour l'unité nationale et la vérité des urnes. Pour se mettre en action, le coordonnateur de Lamouka, qui conduisait une forte délégation, a longuement échangé avec la représentante des Nations Unies en RDC sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Strin Soulambi Mukenge pour ce reportage. Face à l'insécurité qui saisit à l'est de la République démocratique du Congo, le nouveau coordonnateur de la coalition Lamouka, Adolphe Mouzito, à la tête d'une forte délégation, a eu d'intenses discussions lundi 9 décembre avec Leila Zerougui, représentante des Nations Unies en RDC. Cette rencontre, qui a duré plus de 3h30, a tourné autour de massacres à répétition de la population dans l'est du pays, le plan des sorties des crises
ainsi que le départ de la MONUSCO de la RDC. Étant préoccupé de la situation sécuritaire au Nord Kivu, Adolphe Muzito n'a pas caché son option de soutenir les populations de Beni et Butembo dans leur combat de voir la MONUSCO partir de la RDC. Mais en qualité de responsable et patriote, le coordonnateur de la MOUCA invite plutôt la population à la retenue et de faire confiance à la mission de la MONUSCO pour la stabilité de la pays. Pour la mission de défense, la sécurité du pays, c'est d'abord aux nationaux. Il est vrai que parce que le pays a sombré, et cela depuis de nombreuses années, ça ne fait que s'empirer à cause de l'illégitimité. Voilà pourquoi nous avons voulu que la MONUSCO vienne à notre rescousse. Et nous avons l'impression que le travail ne se fait pas correctement. Madame, la représentante spéciale nous a dit qu'elle a 2 ou 3 contraintes. La première contrainte, elle n'a pas d'hommes en nombre suffisant, elle n'a pas de ressources en quantité suffisante, elle n'a pas non plus les moyens logistiques. D'une part, d'autre part, qu'elle ne bénéficie pas véritablement. La MONUSCO ne bénéficie pas véritablement et de manière parfaite de la collaboration de nos troupes RDC sur le terrain. Pour sa part, la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la paix en RDC a rappelé les objectifs de la mission onusienne et les difficultés auxquelles elle fait face. Mais aussi, elle a insisté sur la question de la confiance qui mérite d'être partagée entre la population et le casque bleu. J'ai expliqué que nous faisons ce que nous pouvons, mais que nous ne pouvons pas tout faire. Que nous ne pouvons réussir que si nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités, avec les FARDC, avec les partenaires, avec la société civile pour construire la confiance avec la population parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si la population n'est pas de notre côté. Donc c'est très important. Au terme de leur entrevue avec le coordonnateur de la MOUCA et sa suite, Leila Zerougui s'est dit satisfaite et promet d'y s'y mettre pour des réponses favorables. Entre-temps, Adolphe Muzito poursuit son combat pour la défense d'une bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs afin de sortir du piège de la balkanisation tel qu'annoncé lors de sa passation du pouvoir à la tête de la coalition pour l'unité nationale et la poursuite de la vérité des urnes. Sécuriser et pacifier Beni, c'est dans cette optique qu'un bataillon de la Légion nationale d'intervention a fait le déplacement de Beni ce lundi 9 décembre. Ces éléments partent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Placide Kieselo signe ce reportage. En appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, plus de 300 policiers de la police nationale congolaise, PNC, ont pris la direction de Beni ce lundi 9 décembre 2019. Le général Patience Yave, commissaire général adjoint de la police en charge des opérations et de l'administration, s'est exprimé au sujet de cet appui en ces termes, je cite, « Ces troupes sont venues en renfort aux forces armées de la République. Elles viennent pour sécuriser notre population contre les IDF qui sont en train de nous tuer, de nous massacrer, de nous traumatiser. Nous devons mettre fin à ça. » Fin des citations. La présence des éléments de la police nationale à Beni intervient au moment où il y a résurgence des tueries des civils dans cette partie du pays. En rapport à ces tueries, en termes de chiffres, plus de 107 personnes ont perdu la vie par la seule volonté des groupes armés présents dans la province du Nord Kivu. Signalons que les éléments de la police qui ont fait les déplacements des Beni sont sous la conduite du général Patience Yave, commissaire général adjoint de la police, chargé des opérations et de l'administration. Restons à l'est de la République démocratique du Congo pour parler de la manifestation dans la ville de Goma ce matin. Les jeunes de quartier Kisoko, Manjengo et Kasika sont descendus dans les rues pour dire leur mécontentement au sujet du service rendu par la police des proximités. Le Gomatracien juge ces bureaux de la PNC d'incompétents. Suivez. Panique totale dans plusieurs quartiers de la ville de Goma depuis ce matin.
Les habitants de quartiers Kassika, Manjengo et Kisoko, pour ne citer que cela, se sont lassés de services de bureaux de police des proximités. Ils les accusent d'être inactifs face aux vols nocturnes à répétition enregistrés ces derniers temps dans ces coins de la ville de Goma. Les Gomatraciens ont manifesté leur ras-le-bol en descendant dans les rues et en mettant les feux à ces représentations de la PNC jugées d'incompétentes. Voulant répliquer, les éléments de la police ont tiré à bout portant sur 2 écoliers qui sont morts sur place. De sources sûres a-t-on appris que le bandit avait fait incursion dans plusieurs demeures dans la nuit du 9 au 10 décembre. Bilan, 7 personnes tuées et plusieurs biens emportés. Ces cas n'est qu'une illustration. Les activités sont restées paralysées ce mardi dans la grande partie de Goma. Même les élèves n'ont pas réussi à atteindre leurs écoles. Les cris de détresse se font entendre de partout. Les autorités sont appelées à agir de toute urgence avant que toute la ville ne tourne au vinaigre. D'une province à une autre, il est notifié dans un communiqué signé par Pierre-Anatole Matoussila, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, que les plénières de cette institution sont délocalisées de son siège à l'hôtel Bilolo. Placide Kieselo nous amène à Matadi. Temporairement, les plénières de l'Assemblée provinciale du Congo central vont désormais se tenir à l'hôtel Bilolo situé dans la commune de Matadi. Cette délocalisation est consécutive à des cas enregistrés le 4 décembre 2019, jour où les élus provinciaux devaient inscrire à l'ordre du jour la motion de défiance contre le gouverneur Atou Matubwana Kuluki. La plénière de ce mardi 10 décembre s'est tenue à l'hôtel indiqué conformément au communiqué signé par l'honorable Pierre-Anatole Matoussila, président de l'organe délibérant du Congo central. Les députés provinciaux ont au cours de cette plénière procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission ECOFIN sur la reddition des comptes du budget 2018. Reparlons de pluies à Kinshasa qui sont désormais caractérisées par le retombée négative. Parlons dans ce journal précisément du débordement du fleuve Congo à la hauteur de Mboudi-Pompage. Les riverains n'ont que leurs yeux pour pleurer. Suivez. La saison des pluies est désormais porteuse de détresse à Kinshasa. Depuis sa venue cette année, aucune pluie n'est sans conséquences négatives. Les cris de détresse se font entendre des 4 coins de la capitale. Une de retombée de Dame la pluie qui a attiré notre attention aujourd'hui sur les débordements du fleuve Congo. À la hauteur de Mboudi-Pompage, dans la commune de Ngaliema, 2 parcelles entières ont disparu, emportées par le fleuve. Ces derniers, qui grâce à la pluie a élargi son bassin de gauche à droite. Les riverains étaient surpris de se réveiller sous les eaux. Difficile de reconnaître l'existence de parcelles à cet endroit. 4 ou 5 habitations de gauche sont sous les fleuves, d'autres maisons construites à matériaux non durables facilement détruites par le fort courant d'eau. Celles à hauteur résistent mais avec toute la partie inférieure engloutie, avec risque de perdre tous les bâtiments. Pas de choix pour la population de ces coins que de vider les lieux pour se réfugier ailleurs. Ceux qui n'ont nulle part où se réfugier supportent le zoo en attendant que les pires se produisent. Une autre triste nouvelle causée par la pluie, c'est l'inondation de la cité du fleuve dans la commune de Limete. Face à cette grosse perte, l'autorité de l'urbanisme a appelé les Quinois à respecter à la loupe les normes urbanistiques et architecturales avant de bâtir, c'est rassurer d'où et de comment le faire pour ne plus être exposés aux inondations, aux éboulements de terrain, aux débordements de cours d'eau et autres maux dus à la pluie qui dérangent la vie des citoyens congolais. Ce journal est arrivé à son terme. Merci à vous de l'avoir regardé, mais rappelons quand même le titre avant de vous quitter. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au Centre international des conférences Jomo Kenyatta à Nairobi, il a fait un brillant exposé. À Nairobi, au Kenya, où il séjourne, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité la zone économique spéciale. Un bel investissement également pour la République démocratique du Congo, s'est exprimé le ministre de l'Industrie. Et puis le fleuve Congo est sorti de son bassin. Nous sommes à Mboudi-Pompage, à Kinshasa. C'était à l'occasion de récentes pluies qui se sont abattues dans la capitale. Merci à vous tous de votre sympathique attention. Restez branchés sur BSC TV, le programme continue. Au revoir.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci et bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons avec actualité.cd qui note en grand titre: procès Guy Matondo, le ministère public requiert 12 ans de prison, l'affaire est prise en délibéré. Le procès mettant en cause l'ancien ministre des Finances de la ville de Kinshasa, Guy Matondo, a été pris en délibéré par les juges au terme de l'audience du lundi 9 décembre 2019 à la Cour de cassation. Le ministère public a, au cours de la même audience, requis 12 ans de servitude pénale à l'encontre du prévenu. Les avocats de l'ex-ministre provincial des Finances se disent sereins en attendant le jugement de la Cour. Guy Matondo est détenu depuis le 23 août à la prison centrale de Makala à la suite d'une interpellation à l'Assemblée provinciale par Tengue Telito, alors député provincial. Il est accusé de surendettement du gouvernement Kimbuta auprès de banques commerciales évaluées à 18 millions de dollars. Poursuivons cette revue de presse avec congovirtuel.org qui écrit: Gilbert Kankonde tenté par une rébellion contre le Premier ministre Ilunga. Réagissant à travers les médias à la demande d'explication lui adressée par le Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de l'insécurité prétend n'avoir pas reçu la dite lettre et dégage toute responsabilité en rapport avec la suspension des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central qui l'ont pourtant été par son prédécesseur et qu'il est censé assumer suivant le principe de continuité de l'État. Des effluves d'une rébellion flottent dans l'air. Alors qu'il est sous le coup d'une action disciplinaire du Premier ministre qui l'a sommé de s'expliquer sur sa décision de réhabiliter le gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur serait-il tenté par une rébellion? Intervenant hier sur Top Congo FM à ce sujet, Gilbert Kankonde a en effet déclaré ne pas être informé de la chose alors qu'il avait reçu le même jour une lettre de Sylvestre Ilunga relative. Terminons notre ronde avec Okapi.net qui titre: Nord Kivu, l'insécurité à Beni a occasionné la hausse de cas positifs du virus Ebola. 7 cas positifs de la maladie à virus Ebola sont enregistrés par semaine depuis la semaine du 25 novembre dans les territoires de Beni et du Nord Kivu. Avant cette date, seul un cas à 2 cas étaient recensés à comparer le week-end dernier. Le coordonnateur des activités de la riposte contre la maladie à virus Ebola dans la région, Dr Pierre Edikei. Selon lui, cette situation est due à l'insécurité qui prévaut dans cette partie de la RDC. Diverses attaques des sites de traitement et les menaces vis-à-vis des agents de la riposte ont été constatées. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.